montrerai plus l'objectif. Ouais, c'est mieux. Bon, nous sommes le 27 avril de 1, c'est ça? De l'an 01 ou de l'ère chrétienne? Je ne sais pas. Et j'ai avec moi ici Erwan, Erwan qui est venu avec son vélo couché Max, qui a une démarche très particulière justement, et il va nous expliquer ça. Enfin, je trouvais intéressant qu'il nous explique ça assez succinctement, quoi. Yo. Bon, alors donc je suis parti vivre sur la route il y a maintenant 9 mois. Je me déplace avec mon vélo couché et avant ça j'ai été prof de physique-chimie pendant une dizaine d'années. Ce qui nous a valu de discuter un petit peu de l'énergie. Et j'ai été surpris parce qu'il m'a sorti des chiffres, il m'a dit certaines choses, j'ai trouvé ça très intéressant, je trouve assez intéressant d'ailleurs que vous en profitiez. Bon, alors du coup voilà, l'énergie, on la mesure, vous connaissez le kilowattheure sans forcément trop savoir ce que ça veut dire, mais vous en entendez parler du kilowattheure, hein, c'est ce qui est facturé sur les factures d'électricité et autres. Alors 1 kWh ça correspond à l'énergie que je développe en pédalant toute la journée sur mon vélo. 5 heures de pédalage, ça fait environ 1 kWh. Et ça, sur une facture d'électricité, ça va vous être facturé environ 12 à 15 centimes. Donc l'effort que je fournis sur une journée, aujourd'hui dans notre société, il vaut 12 à 15 centimes. On pourrait s'intéresser à un autre carburant assez répandu, que ce soit l'essence ou le gasoil. Quand vous brûlez 1 litre de ce carburant, vous allez libérer environ 10 kWh. Donc, le litre de gasoil étant à peu près à 1,50 €, ça veut dire que pour, là encore, 15 centimes d'euros, vous libérez 1 kWh d'énergie quand vous brûlez 1 litre de gasoil. Donc on retombe sur les mêmes chiffres, que le kilowattheure soit électrique ou que ce soit du carburant fossile, 15 centimes le kilowattheure. Ah ouais. Si je veux m'épargner cet effort-là que je fournis en pédalant toute une journée, dans la société dans laquelle on vit, c'est 15 centimes d'euros. Dérisoire, complètement dérisoire. Oui. Alors, justement, moi ça m'intéresse pas mal d'essayer de se rendre compte un petit peu de ce que ça veut dire. Si je brûle 1 litre de gasoil, c'est 10 kWh, c'est l'énergie qui va me permettre, par exemple, de soulever une bagnole moyenne, une berline, 1400 kg. Une bagnole de 1400 kg, si je la soulève au 3e étage de la Tour Eiffel, là j'aurais développé, j'aurais utilisé environ 1 kWh. D'accord ? Donc toujours pareil, ça coûte aujourd'hui 15 centimes d'euros. Voilà, c'est là qu'il y a un truc que je ne sais pas comment. C'est que les moteurs, ils sont. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec les moteurs alors. Alors, pas seulement avec les moteurs, avec les bagnoles aussi. Parce que comment ça se fait que. Comment ça se fait que ça coûte aussi cher finalement de se déplacer en bagnole? Parce que moi sur une journée en pédalant je vais déplacer mes bagages plus mon corps, etc. Le tout ça va faire quelque chose comme 130 kg. Je déplace ça à 12 km à l'heure, je pédale environ 5 heures sur une journée. Donc ça fait que je vais faire 60 km sur la journée. D'accord ? 60 km sur la journée, et moi je dis ça aujourd'hui en énergie, ça coûte 15 centimes d'euros. Et vous voyez bien, quand vous faites 60 km en bagnole, ça ne vous coûte pas 15 centimes d'euros. Mais il y a plus de poids. Alors déjà, le fait que moi, pour trimballer mon véhicule, plus moi, plus mes affaires, il y a 150 kg, une bagnole, c'est environ 10 fois plus. Donc forcément, déjà, il faut 10 fois plus d'énergie. Ensuite, vous allez déplacer davantage d'air et vous allez le déplacer beaucoup plus fort parce que vous roulez beaucoup plus vite. Plus on déplace d'air et plus on le déplace vite, plus la résistance qu'oppose l'air est importante. Le coefficient de CX, si je me rappelle bien ça, les cours. Alors il y a une histoire de CX entre autres dans cette affaire-là. Il y a aussi le mètre couple, peu importe, c'est pas ce qui compte, c'est que par exemple si vous passez votre main par la fenêtre d'une bagnole ou d'un train,
vous sentez bien l'air qui pousse, quoi. Et Ouais. plus vous allez vite, plus vous sentez qu'il pousse. Moi, j'ai pas à lutter contre une telle résistance de l'air. Je déplace beaucoup moins d'air et beaucoup moins fort. Du coup, forcément, on ne dépense pas la même énergie. C'est-à-dire, pour faire le même trajet, vous allez avec une bagnole dépenser quelque chose de l'ordre de 100 fois plus d'énergie. Donc logiquement, ça vous coûte environ 100 fois plus cher. Donc il y a gaspillage de l'énergie. Ah, il y a un fantastique gaspillage de l'énergie. Et tu me parlais des motobilettes ou des scooters, des scooters justement, justement, c'est ça, parce que, du coup, bon, votre petite bagnole là, qui fait, je sais pas, 4, 5, 6 litres au 100, effectivement, vous utilisez plus que 15 centimes de carburant pour faire 60 km. Mais bizarrement, la mobilette qui fait 50 kg, vous dessus, voilà, ça va faire moins de 150 kg, qui roule au maximum à 70 km à l'heure, qui déplace beaucoup moins d'air. La prise au vent d'une mobilette, c'est bien inférieur à celle d'une bagnole. Et pourtant, la mobilette, elle fait quand même du 4 litres au 100. Ouais, c'est ça, c'est... Elle va beaucoup moins vite, elle déplace moins d'air, elle pèse pas lourd, et elle fait du 4 litres au 100. Donc ouais, clairement, il y a un gaspillage phénoménal. Il y a très peu de l'énergie qui était dans l'essence, qui est réellement utilisée pour faire avancer la mobilette. Ah, c'est ça. Puis, bon, on a parlé un peu aussi énergie alternative. Mais bon, là, c'est pareil. Là, on rentre dans les matériaux rares, enfin bon, composites, enfin bon, je sais pas. Ouais. Si tu veux en causer un peu. Ah, là, on va rentrer dans une conversation qui peut être un peu longue, mais donc on a parlé un petit peu de l'électricité et des difficultés qu'il peut y avoir à produire l'électricité, même si on peut utiliser des énergies renouvelables comme le vent pour faire tourner des alternateurs. Le problème, c'est la fabrication des alternateurs, quoi. Si on veut de l'énergie, il faut des alternateurs, donc des bobines de cuivre, des aimants, etc. Sauf que pour fabriquer des bobines de cuivre, des aimants, il faut de l'énergie, et plus on veut d'énergie, plus il faut de matière, plus on veut de matière, plus il faut d'énergie. Donc là, il y a Philippe Biwix, par exemple, qui parle très très bien de ça. Non seulement de la crise concernant l'énergie, mais aussi des pénuries sur les minerais qui permettent de transformer cette énergie pour qu'elle soit disponible. Oui, parce que tous les minerais, cuivre compris, ça commence à se raréfier aussi. Ouais. Mais et donc justement, moi ce que j'aime bien dans le fait de me déplacer à vélo, c'est que j'utilise peu d'énergie et peu de matière à la fois. Ouais. Alors, ton parcours à vélo t'a amené notamment à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Je peux. Donc, depuis que je suis parti, je toque chez les gens, je demande un bout de pain, un fruit, et les gens m'aident à poursuivre mon chemin. Ils acceptent que j'ai choisi ce mode de vie-là. Et donc, quand je suis arrivé du côté de Nantes, il y avait le grand rassemblement du 17 novembre qui se préparait, des gens qui voulaient... il y avait notamment quelqu'un qui voulait mettre en place un atelier vélo pour faire des objets qui roulent avec les carcasses qui étaient là. Je m'étais dit que si moi je pouvais aider également, ça me convenait bien. Donc j'y suis allé. Et là-bas, j'ai rencontré Élise qui me voyait, alors je n'explique pas ça maintenant, mais qui me voyait montrer mes fesses aux gens. J'avais écrit aéroport mon cul en bas de mon dos. Pas bien. Et donc elle avait envie de faire quelque chose par rapport à cette histoire d'aéroport, mais elle ne se voyait pas organiser des soirées d'information, elle ne se voyait pas non plus tenir des barricades. Par contre, la nudité artistique, c'est quelque chose qui lui parle, et elle me voyait montrer mes fesses, elle s'est dit tiens, lui, il va peut-être pouvoir m'aider à faire quelque chose. Donc on a fait connaissance, et je lui ai proposé de se mettre nu entre les barricades et les gendarmes qui allaient attaquer. Et ça lui parlait beaucoup, parce que c'était une manière de représenter la forêt qui est là, vulnérable, face à ces attaques. Elle ne se défend pas. Voilà. Donc on a fait ça ensemble, c'était le 23 novembre.
parce que forcément, elle n'envisageait pas de le faire toute seule. Alors, un petit stop. Pour que les gens comprennent bien, il faut dire que là, à ce moment-là, tu deviens ce qu'on appelle donc Camille à barbe et que elle est Camille à couette. Ouais, alors enfin, les noms de Camille à barbe et Camille à couette je les ai trouvés plus tard, parce que je voulais un petit peu déjà qu'Élise et moi, en tant que personne, on puisse prendre un peu de distance par rapport à tout ce qui allait se passer. Et puis, à l'inverse, recoller une démarche qui était bien plus collective, justement sur la ZAD. On s'appelle Camille, pour préserver l'anonymat. Donc pour recoller à ce mouvement-là, on a choisi des pseudonymes basés sur Camille. Et puis pour prendre de la distance par rapport à notre histoire personnelle, quoi. Donc comme elle fait des dreads, elle fait des couettes avec ça, qui marquent assez les esprits, naturellement Camille à couette est venue. Moi c'était l'hiver, donc j'ai laissé pousser la barbe pour me protéger un peu du froid, donc Camille à barbe est venue assez naturellement aussi. Et puis en plus, du coup, Camille à couette, Camille à barbe, c'est les Camille à poil, et tout ça, c'est assez pertinent, quoi. Après un petit coup de casage, une petite vidéo, et puis voilà, quoi. Hein. Ouais, et coup, surtout, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est justice. Tribunaux. Justice, bof. Ouais. Tribunaux. On a été condamné à 15 jours de prison avec sursis pour outrage, pour le moment, par le tribunal de Saint-Nazaire. Au début, ils ont essayé de qualifier ça en exhibitionnisme sexuel, sauf que j'ai refusé cette qualification, qui ne tenait pas la route. Ça nous faisait tomber dans la case délinquant sexuel avec fichage ADN, prélèvement d'empreintes digitales. Et donc voilà. Il faut savoir aussi qu'il n'y a plus de condamnation pour exhibitionnisme depuis les années 60. Aujourd'hui, les gens qui relèveraient de ce genre de troubles psychiatriques sont envoyés plutôt vers le milieu médical que dans les tribunaux. Donc ils sont partis sur cette histoire d'outrage, qui est une notion en droit qui permet en gros d'inculper en fonction de la tête du client. La définition de l'outrage, c'est le fait de porter atteinte à la dignité et au respect d'un agent en fonction. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que ça doit être dirigé vers un agent en particulier, et que ce qu'on a fait n'était pas dirigé vers un agent en particulier. Nous, on avait choisi la nudité comme un moyen d'expression. Élise, elle appelle ça de la poésie, moi j'appelle ça de la démarche artistique. Et donc là, en fait, en nous condamnant pour ce qu'on a fait, on est en train d'atteindre notre liberté d'expression. Alors puisqu'ils sont partis sur le terrain juridique, je suis allé voir ce que disait le code pénal là-dessus. Il y a l'article 431.1 qui dit que le fait d'entraver la liberté d'expression, de manifestation, de rassemblement, etc., par des faits de violence, de dégradation, de destruction, est puni par 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Nous, on a entravé à notre liberté d'expression. J'ai vu à de nombreuses reprises l'usage de la violence, et puis des dégradations, des destructions, pour empêcher les gens qui étaient là de manifester ou de se rassembler. Et pour autant, les personnes qui devraient relever cet article 431, à savoir les gendarmes mobiles, puis là-dedans on peut mettre la procureure de Saint-Nazaire, le juge de Saint-Nazaire, puis peut-être aussi d'autres personnes, d'autres politiciens notamment, qui utilisent les forces armées pour imposer un projet et pour entraver la liberté d'expression, de rassemblement, etc. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont pas poursuivies, elles ne sont pas condamnées. Nous, on a fait de nous des criminels. Au-delà de ce que devrait permettre la loi, puisque comme on est passé au tribunal de grande instance, en fait... grande instance, quand même, oui. Donc là, il faut appliquer le code pénal sans interprétation. Et donc, si l'outrage
si dans la définition de l'outrage il est stipulé que ça doit être dirigé vers un agent en particulier, alors si cette condition-là n'est pas remplie, nous ne devons pas être condamnés. Le gendarme qui a déposé plainte explique que ce que nous avions fait avait atteint au respect à la dignité des forces de l'ordre. Donc il n'a pas déposé plainte en disant « je me suis senti outragé ». À titre personnel, quoi. Voilà. Il a fait ça, il a déposé plainte à titre collectif, quoi. Donc ça ne tient pas. D'autant plus que, en fait, on a... donc ça, c'est notre avocat qui nous l'a signalé, qui lui a eu accès au dossier. Le gendarme en question explique que cette action dure 20 minutes. Elle ne dure pas 20 minutes, elle dure 4 minutes et demie. Et quelque chose d'encore plus grave, il explique que nous sommes allés pousser sur les gendarmes qui essayaient de nous bloquer, nous empêcher de passer. Sauf que la vidéo que nous avons faite ainsi que la leur montre que ce n'est pas le cas. C'est en fait eux qui, au moment où on leur a dit de nous embarquer, ont décidé de se placer derrière nous et de nous pousser avec leur bouclier. Mais nous, jusque-là, on n'avait eu strictement aucun contact avec leur bouclier, simplement on déambulait de gauche à droite, pendant que eux formaient un cordon qui se déplaçait en même temps que nous pour nous empêcher de passer. Donc voilà, on n'était clairement pas en train de nous montrer en disant « T'as vu mon kiki, ben, tu peux le mettre dans ton cul !» Pas bien. Là, on aurait pu considérer qu'il y avait une volonté de porter atteinte à la dignité et au respect, et clairement, ça aurait été dirigé. Donc peut-être aurait-on pu, ce qu'on avait fait aurait peut-être pu être qualifié d'outrage. Ce qui, de toute manière, aujourd'hui est très contesté. Hein. La notion d'outrage n'existe plus dans plusieurs pays d'Europe. Et c'est aujourd'hui politiquement très contesté par des intellectuels en fait, hein, qui voient une atteinte à la liberté d'expression. La suite, ce qui est prévu normalement. Du coup, on a fait appel, parce que forcément, on n'avait pas accepté la moindre condamnation, et donc ça sera rejugé à Rennes. Alors, voilà, on était au tribunal le 12 février 2013. Le verdict, c'était le 5 mars. Et il faut 6 à 12 mois pour obtenir un procès en appel, donc ce sera l'hiver prochain. L'hiver prochain sur Rennes, quoi. À Rennes, oui. Bon, en Bretagne, quoi. Avec un documentaire qui est en préparation, qui retrace les détails de notre histoire. Ah, oui, bon, ben... Qui sera fait par Jean-François Castel, qui a déjà fait Notre-Dame des Luttes. D'accord, bon, bah c'est bien. Bon, ouais, c'est bien. Bon, petit truc à rajouter sur ta démarche, tout ça, non, ouais. Je peux passer venir en dire plus à l'occasion. Donc pour me contacter, il y a mon petit blog, on trouve très facilement Un vélo dans la tête, c'est très bien référencé, hébergé par Free. Et donc voilà, moi j'ai décidé de me débarrasser autant que possible des relations marchandes, directement dans les relations humaines. Et donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, je descends de mon vélo et puis je toque chez les gens, je vais à leur rencontre, je leur demande un bout de pain, un fruit, c'est un prétexte pour voir qui sont les gens curieux, disponibles. Et ça fait de belles histoires humaines, c'est ça? Oui, donc faut pas hésiter à me proposer de passer. Bon, on va arrêter nos conneries parce que ça commence à être long là. J'ai mal au bras. Bon, sur ce, à plus. Hein, allez, bah, au revoir. Hein. Au revoir.